Aimeriez-vous savoir comment inciter les gens à acheter votre livre juste en choisissant les bons mots? Un petit peu comme un chevalier Jedi. Montrez-moi votre carte d'identité. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Si c'est le cas, alors restez avec moi parce que ce qui va suivre va vous intéresser. Dans cette vidéo, je vous propose une interview avec un copywriter professionnel. Quelqu'un pour qui choisir les bons mots et inciter les gens à acheter votre livre, c'est le métier. Durant cet entretien, vous allez apprendre quelles sont les bases du copywriting, comment les appliquer à votre activité d'auteur et quelle est la différence éthique entre manipulation et influence. Et ça, c'est juste après le générique. Salut les auteurs indépendants, je suis Jérôme Bialton, je suis auteur auto-édité et blogueur. J'ai à mon actif une série jeunesse que je vends sur Amazon et un blog dans lequel je partage mon expérience, écrire et être lu.com. Sur cette chaîne, je m'adresse aux passionnés d'écriture, aux auteurs indépendants et à ceux qui veulent le devenir. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Le copywriting, c'est l'ensemble des mots utilisés par un marketeur, à l'écrit ou à l'oral, pour persuader les gens de passer à l'action une fois qu'ils les ont lus ou entendus. Cette définition, elle vient du blog HubSpot. Mais pour vous en parler, j'ai préféré m'adresser à un pro. Son nom est Raphaël Falanga, il est copywriter et il m'a aidé à optimiser le copywriting de mon site écrire-et-être-lu.com, alors je peux vous garantir que ses conseils valent de l'or. Alors, on perd pas de temps et on y va maintenant. Bonjour Raphaël. Bonjour, Jérôme. Alors Raphaël, tu n'es pas auteur. Non. Non. Tu n'es pas éditeur. Non plus. Tu ne bosses pas dans le monde du livre. J'ai un petit peu envie de te poser la question, qu'est-ce que tu fais là? Bonne question. Bonne question. Sachant que c'est pas Bah, moi qui t'ai demandé de venir. ouais. C'est que j'avais quand même une bonne raison. Écoute, ce que je te propose, c'est que pour déjà, avant de commencer, c'est que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qui sont tes amis et tout ça. Ok. Alors moi, comme je viens d'être présenté, je m'appelle Raphaël Falanga. Grosso modo, je suis copywriter. Entre guillemets, je vous explique d'abord ce que c'est avant que je dise quelques effets, machin et tout. Copywriter, ça veut simplement dire concepteur-rédacteur en français, même si la traduction de l'anglais en français n'a pas été terrible, mais grosso modo, ça veut dire tout simplement, je suis quelqu'un qui va rédiger des argumentaires de vente pour vendre un produit ou un service. Et très souvent, quand on parle de copywriting, on va souvent faire référence aux fameux droits d'auteur. Souvent, on va dire copywriting. Là, on fait la référence à copyright, quelque chose qu'on retrouve très souvent en bas des livres à chaque fois, Oui. et que souvent, c'est souvent interprété comme ça. Le copywriting, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt la vente de produits et de services, et ça peut être de tout. Ça peut être de livres, ça peut être de voitures, de balais, même des abonnements téléphoniques, bref, à peu près de tout. D'accord. Ce que tu es en Et train de nous dire là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il y a beaucoup de gens qui confondent le copywriting avec le copyright. En fait, ouais, c'est ça, hein, le copyright, c'est la protection des droits d'auteur, et pas seulement des droits d'auteur, d'ailleurs des droits de tous les artistes qui écrivent, qui font des peintures, des sculptures, des illustrations, tout ça. Ça, c'est le copyright, je le prononce à la française. Et là, nous, on parle de copyright avec W-R-I-T-E à la fin, où là, on est plus sur l'écriture. Donc, d'une certaine façon, tu es aussi auteur. Sauf que là, c'est l'écriture, mais dans un but bien précis. C'est l'écriture pour vendre quelque chose. oui, oui, c'est vraiment à but commercial, ma façon d'écrire, en fait. C'est tout simplement le but principal du copywriting, c'est vendre, notamment. C'est principalement le métier que je fais actuellement. Et aujourd'hui, mon métier, c'est pas nécessairement vendre des livres, mais c'est plutôt vendre de l'infoproduit et vendre un produit en e-commerce notamment.
C'est D'accord. principalement mes deux activités. Et là-dessus, ma façon de les vendre, ça va être beaucoup plus à la façon directe. Notamment ce que l'on pourrait appeler ça en DRM. Je ne vais pas l'expliquer en détail parce que c'est un peu technique là-dessus, mais grosso modo, ça consiste à vendre de façon directe, entre guillemets. D'accord. Mm. D'accord. À Là, travers les publicités qu'on peut rencontrer partout. Ça peut être dans les magazines, par exemple. On peut, principalement, c'est dans les magazines qu'on peut voir ça, mais il y a aussi sur Internet, notamment à travers la publicité, par exemple Google, YouTube, Facebook, tous les réseaux publicitaires qui existent sur Internet. d'accord. Donc, dès qu'on voit une publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, Mm. ou dans un site, sur une landing page, comme on en voit, là, derrière, on sait qu'il y a quelqu'un qui a bossé, qui est spécialiste en copywriting, qui a bossé le texte de façon à le rendre le plus vendeur possible. En fait, c'est ça hein, le concept du copywriting. C'est le choix des bons mots, des bonnes formules. Enfin bon, il y a plein de techniques dont tu vas nous parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mm. Et le but, c'est ça, c'est de vendre son produit, n'importe quel produit, y compris des livres. Et c'est là que tu nous intéresses fortement, parce que c'est quand même le point commun de pas mal de gens qui viennent sur mon blog, puisque écrire et être lu, il est quand même pas mal axé marketing, même si je parle aussi des techniques d'écriture. Mais voilà, il y a quand même une grosse spécialisation là-dessus sur le blog. Et alors, pour la petite histoire, si je t'ai appelé toi, c'est parce qu'on se connaît, Mm. parce que C'est vrai. ça va faire pas loin d'un an, c'est toi qui m'avais appelé, je m'en souviens, en me disant coucou, voilà, je m'y connais en copywriting, je cherche un petit peu à me faire connaître, hein, on va dire ça comme ça, ou en tout cas à développer mes compétences, à m'améliorer. Est-ce que ça t'intéresse qu'on travaille ensemble pour améliorer le copywriting sur ton site? Et moi, j'ai bien inspiré, j'ai dit oui. Mm. Et c'est notamment grâce à toi que j'ai pu développer la landing page du site, que j'ai pu améliorer les formulaires euh, de, de, dans lequel je propose le plan marketing pour auteurs. J'avais fait plein de bêtises au départ, où c'est toi qui m'as dit attention, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça, faites, etc., etc. Et Mm. ça a très, très bien fonctionné, puisque le taux de conversion de mes formulaires, il a pas progressé, il a tout simplement explosé. Donc, c'est pour ça que j'ai invité Raphaël, c'est parce que je sais ce que valent ses conseils et je sais qu'ils fonctionnent très très bien. Ouais, c'est vrai que ça a bien fonctionné. Et d'ailleurs, félicitations pour avoir dépassé les plus de 1000 abonnés et encore, c'est pas du cas combien ça pourrait monter, mais déjà bravo. Déjà bravo. On est pas loin de 1200 là à l'heure où on parle, c'est-à-dire que depuis le mois de mai, il y a eu une progression de pas loin de 300, puisque même j'avais fait une purge de ma liste juste après Mm. avoir atteint les 1000. Donc j'avais baissé de 100 et donc il y a à nouveau 300 abonnés supplémentaires qui sont venus. Donc c'est génial, c'est génial. Je suis vraiment absolument ravi. C'est une belle communauté qui grossit et qui en plus est très dynamique, très impliquée. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors, ceci étant dit, maintenant, vas-y, explique-nous ce fameux copywriting. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est quoi les bases? Alors, le copywriting, c'est principalement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, savoir, à vrai dire, vendre un produit ou un service. Et notamment, les bases du copywriting, une qui est déjà très importante, c'est capter l'attention. Capter l'attention, parce que voilà, on est à une période où on voit des publicités de partout. C'est-à-dire, vous pouvez voir les publicités dans les magazines, dans les transports, même sur l'autoroute, vous voyez des panneaux publicitaires, vous en voyez partout, à vrai dire. Donc, l'attention est vraiment très importante au niveau pour pouvoir vendre votre livre. Et notamment, si vous vendez votre livre sur Amazon,
là, c'est vraiment, vous devez vraiment d'attirer vraiment l'attention de votre lecteur. Parce que si voilà, vous arrivez avec votre livre et que votre livre, entre guillemets, il ne va pas vraiment capter l'attention de votre lecteur, il va le zapper et il va plutôt s'intéresser à des livres qui, parmi tout le catalogue qui est à proposer. Oui, oui. Donc, Et c'est sûr, on le sait, hein, Amazon, leur but, c'est de vendre des livres. Là-dessus, on a le même objectif. Le problème, c'est que pour moi qui suis auteur, c'est qu'Amazon, son objectif, ce n'est pas de vendre mon livre, c'est de vendre des livres. Eux, ils s'en fichent qu'ils vendent les livres de Jérôme Galton ou de l'auteur d'à côté. Ce qui les intéresse, c'est vendre des livres. Donc, c'est à moi à faire en sorte que mon livre ressorte et qu'il attire l'attention, comme tu dis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un livre attire l'attention sur une page Amazon, par exemple? ok. Là-dessus, il y a déjà, pour faire le principe de base, c'est-à-dire le principe de base de copywriting, c'est qu'il faut vraiment faire gaffe, c'est notamment le titre et la couverture. C'est les deux composantes qui vont attirer l'attention déjà dans un premier temps. C'est principalement là-dessus. Dans, dans là où je bosse, c'est-à-dire dans l'infoproduit, on va beaucoup plus se servir de la curiosité, notamment avec des trucs pour faire vraiment basique, ça va être je sais pas, comment comment réparer une voiture, par exemple. Un truc, je choisis un truc vraiment basique, mais c'est un peu l'idée. Oui. Dans, dans l'e-commerce, on va plutôt choisir une belle image. On va vraiment mettre en valeur le produit en fonction d'un angle de vue, d'une utilisation particulière, un peu plus de quelque chose qui va vraiment taper l'œil de la personne. Et pour le livre, et notamment les romans, il faudrait beaucoup plus jouer sur ce qu'on va dire le côté univers de l'histoire. C'est-à-dire, par exemple, d'après ce que j'ai vu, ça va être beaucoup plus genre, je vais prendre l'exemple de Stephen King parce que c'est celui qui me revient le plus souvent, Très bon ça exemple. serait, par exemple, le titre et la couverture va faire parfois référence à une histoire. Les histoires, ça peut être les histoires d'horreur, ça peut être les histoires suspense un peu d'or. Et il faut faire en sorte que si on veut donner au lecteur une histoire d'horreur, il faut que le titre et la couverture transmettent cette image-là. Genre, ça peut être, je sais pas, ça peut être une main avec en forme pleine de sang qui tape sur la vitre, ça peut être, je sais pas, ça peut être un monstre, ça peut être plein de choses comme ça, et il faut jouer là-dessus. Il faut que la couverture nous plonge tout de suite dans l'univers du bouquin, quoi. Que juste en Ouais, regardant l'image, on sache plus ou moins ce qu'on va trouver dedans. oui, c'est ça. C'est D'accord. ça. Ok, ça paraît assez logique. Et est-ce qu'il y a des codes d'après toi ou des recommandations sur le titre et le nom de l'auteur sur une couverture? Est-ce qu'il vaut mieux avoir, je sais que par exemple Stephen King, puisque tu en parles, j'en ai quelques-uns là sur l'étagère à côté de moi, mais il est devenu tellement connu que presque son nom prend plus de place que le titre sur la couverture. Parce que c'est lui qui est mis en avant presque. C'est pas tellement le titre du bouquin. Les fans, dont je fais partie, ils vont chercher le dernier Stephen King. Après, qui s'appelle l'Institut ou l'Outsider, à la limite, on s'en fout. C'est un Stephen King. Mais pour un auteur moins connu, comme moi ou comme beaucoup d'autres, hein, parce que bon, Stephen King, c'est quand même, c'est pas les majorités. Qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce qu'il vaut mieux avoir le titre en haut? Est-ce qu'il vaut mieux l'avoir en bas? Est-ce qu'il vaut mieux l'avoir plus gros que le nom de l'auteur ou l'inverse? Enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là? Alors moi, ce que je recommande, si on démarre de zéro, vaut mieux que ça soit le titre qui soit plus gros que le nom de l'auteur. Vaut mieux.
que si on met, je vais reprendre l'exemple de Stephen King. Si Stephen King met l'accent sur son nom que plutôt sur le titre du livre, c'est parce que il a compris qu'en fait, il va cibler surtout les fans qui sont intéressés par tous les livres par tous ses livres. Mm. Et grosso modo, il va plutôt cibler ses fans que plutôt des nouveaux lecteurs. Parce que si c'était vraiment des nouveaux lecteurs, il va mettre son nom plus petit et le titre beaucoup plus gros, entre guillemets. Mm. C'est beaucoup plus une stratégie, c'est à la fois du copywriting, mais en même temps, quelque part, du marketing, entre guillemets. Alors, quelle différence tu fais entre le copywriting et le marketing? Le marketing, c'est pour promouvoir et le copywriting, c'est purement pour vendre. C'est deux choses différentes. Le marketing, ça serait beaucoup plus, par exemple, c'est beaucoup plus, par exemple, je vais choisir d'aller sur Facebook au lieu d'aller sur YouTube, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus marketing. Bah, c'est plus stratégique. Voilà, c'est beaucoup plus stratégique. Alors que copywriting, on est plus dans la tactique. À la fois, c'est de la tactique, mais en même temps, ça répond aussi à certains principes psychologiques humains, que c'était retesté plusieurs fois par des bouquins et par des études. Donc, je dirais plus que le marketing, c'est beaucoup plus global en termes stratégiques, et la vente, c'est beaucoup plus spécifique. Oui, d'accord. Le copywriting fait partie du marketing. Le marketing, c'est le copywriting, c'est la stratégie de communication, c'est la niche, c'est cibler ses lecteurs, son client. Et le copywriting, ça va être la technique qui est utilisée pour parler à ce client. Donc voilà, le marketing, Voilà. voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus global. Global. Oui, ok, je comprends. Et alors, donc, tu parlais justement du choix des mots. Alors ça, je sais que c'est quelque chose qui est assez… moi, je trouve ça assez fascinant, hein, pour tout te dire, le copywriting, assez fascinant et c'est incroyablement intéressant pour le peu que je connais. C'est le choix absolument fondamental que peut avoir, l'impact absolument fondamental que peut avoir un mot ou un autre sur le comportement d'un lecteur ou voilà, ou d'un client, si on parle d'une voiture ou mais là on parle des livres, on va parler des lecteurs. C'est-à-dire que parfois à un mot près, les résultats sont complètement différents. Mais oui. Donc alors ma question, qui est une question auquel tu n'as pas forcément pas la réponse parce qu'il y a énormément de contexte là-dedans. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon mot pour mettre en avant son livre et pour être sûr qu'on va avoir le meilleur impact possible sur une page Amazon, par exemple, ou sur la landing page de son site auteur? Eh ben ça, c'est vrai que c'est une question qui est assez difficile à comprendre parce que, en fait, comme tu l'as dit, ça dépend vraiment de beaucoup de contextes et notamment parce qu'en fait, si tu veux, le mot, pour choisir un bon mot, il faut être capable de bien connaître à qui on veut écrire, notamment son lecteur. C'est parce qu'en fait, au final, quand tu écris un livre, voire même quand tu fais un produit de toutes sortes, peu importe lequel, au final, celui qui va utiliser le produit, c'est le client, c'est le lecteur, c'est lui qui va s'intéresser au produit et c'est lui qui va le lire. Et donc, pour le livre, si tu veux vraiment faire en sorte entre guillemets, d'exploser les résultats et notamment faire en sorte que le lecteur soit intéressé par ton livre beaucoup plus avec ce mot-là qu'avec l'autre, il faut le connaître. Et il faut s'intéresser à comment lui, il exprime, par exemple, sa façon de voir les histoires d'horreur, le suspense, ou il faut vraiment s'intéresser à lui, savoir un peu faire attention à son langage et notamment son vocabulaire, qu'est-ce qu'il utilise comme mot. Faire très souvent ce qu'on appelle un champ lexical du lecteur, entre guillemets, c'est un peu
je le dis comme ça pour que ça soit beaucoup plus compréhensible, mais c'est beaucoup plus dans un autre terme que je l'utilise. Et là-dessus, on note à peu près tous les termes qu'il peut utiliser en fonction par exemple, lorsque tu vas rencontrer des lecteurs, ça serait intéressant de l'écouter dire qu'est-ce qu'il en a pensé et quels sont les termes qu'il utilise à sa fois. Et D'accord. à sa fois de faire attention. Donc, d'abord, si je comprends bien, il faut d'abord savoir à qui on s'adresse, Mhm. c'est-à-dire cibler ses lecteurs. Bon, ça me fait plaisir parce que c'est plus ou moins ce que je répète à tout bout de champ sur le blog. Euh, ça prouve que je ne dis pas des bêtises. Euh, Ouais. la deuxième chose, c'est un petit peu de faire un champ lexical, hein, c'est le mot que tu as utilisé, Mhm. c'est-à-dire savoir quel mot il utilise, parce que, en gros, s'il utilise ces mots, c'est parce qu'il y est plus réceptif, c'est parce que ils vont avoir plus d'importance pour lui que d'autres mots. Et donc, du coup, tu vas réutiliser ce champ lexical dans ton argumentaire, c'est ça? Je peux utiliser ces champs lexicales. Je peux réutiliser ces champs lexicales. Après, il y a aussi d'autres manières. Il faut savoir aussi qu'il y a des mots qu'on réutilise pour que ça parle plus au lecteur, mais il y a aussi des mots où on va utiliser, mais qui ont beaucoup plus des buts, à vrai dire, commercial, à vrai dire. Par exemple, mettre par exemple un simple mot, réserver votre place, par exemple, je prends un truc, un exemple basique, réserver votre place, par exemple, pour un bouton. Là-dessus, on se dit, OK, on sait à quoi ça sert le bouton. Mais Oui. si tu rajoutes réserver votre place maintenant, c'est différent. Le Parce que là, il y a tout de suite un taux de conversion qui va être différent, notamment parce qu'on va beaucoup plus jouer sur le sentiment d'urgence là-dessus. Et le simple fait de rajouter maintenant, ça signifie qu'il faut le faire maintenant. C'est pas juste demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans un mois, dans un an, c'est vraiment maintenant. Oui. Ça, c'est beaucoup plus des termes qui sont commerciaux, on va dire, Hmm. qu'on va utiliser dans un but commercial. Et après, il y a aussi des mots qu'on va utiliser, mais beaucoup plus pour parler à son lecteur, notamment. Euh, et notamment, voilà, moi je pense que même si on est auteur et qu'on peut écrire d'un certain style qui est différent, il faut savoir aussi à qui on parle à ses lecteurs. Parce que le, le langage d'un enfant de 10 ans ou le langage de quelqu'un qui a 40 ans, ce n'est pas du tout le même. Il y a des mots qu'il va utiliser d'autre part, et surtout, il y a des mots que l'enfant ne va pas comprendre alors que l'adulte va comprendre aussi notamment. Donc, il faut faire aussi ce travail-là en amont avant que on puisse Avant de écrire son commencer. livre et notamment rédiger le titre du livre aussi. D'accord. Ah ouais, c'est jusqu'au titre du livre. Ouais, parce que, en fait, le titre, c'est vraiment, et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus dans l'infoproduit, c'est en fait la dernière étape que l'on fait avant de vendre le livre et pas la première étape. Dans le sens où euh, que le titre va beaucoup plus déterminer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du produit ou du service. Alors que si tu fais le titre avant et que tu n'as rien fait avant, ben, tu ne sais pas trop quoi mettre, c'est un peu l'épreuve de la page blanche, entre guillemets. Tu es un peu là, mais tu ne sais pas quoi écrire. Alors là, Donc, je t'arrête parce que là, tu me parles d'infoproduit, là. oui. Voilà, là, tu me Mais ça parles du peut titre. être aussi le cas aussi pour un livre, qu'on va écrire, un roman. Par Oui. exemple, si tu n'as pas écrit l'histoire avant, mais que tu veux commencer le titre, là, tu ne sais pas vraiment par où y aller. Hmm. Ah, Là, j'ai l'impression d'entendre par anticipation des centaines d'auteurs hurler et me dire hors de question que ce soit le copywriting qui choisisse le titre de mon roman. Je t'avoue que même moi qui suis ouvert à toutes ces questions de copywriting et de marketing, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs, ça me chiffonne un petit peu à l'idée que je choisisse le titre d'un livre, de mon livre, en fonction de l'impact.
Parce que le titre, souvent pour un roman, ça a c'est une connotation qui est aussi artistique que l'intérieur du bouquin. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que le bon titre va forcément avoir un impact sur l'attention et sur le, le- comment dire, la façon dont les gens vont l'approcher, vont le comprendre et à quel point ils vont se sentir concernés par ce titre-là. Mais il n'y a pas, donc là on parle beaucoup des mots, donc tu nous dis qu'il y a des mots, il y a les mots, il y a le champ lexical du lecteur, il y a aussi des mots que tu appelles toi plus commerciaux, hein, le fait de dire réservez maintenant plutôt que juste réservez votre place maintenant plutôt que juste réserver votre place, hein, ça va avoir un impact sur le sentiment d'urgence et du coup on va être plus tenté de cliquer tout de suite que si on a juste écrit réservez votre place. Mais il y a pas que les mots. Enfin, je me souviens quand on avait travaillé sur la landing page, tu m'avais tu m'avais donné plein de conseils, notamment donc sur il y a l'emplacement ou même voire même la grosseur de la police sur une phrase d'accroche, même la couleur du bouton. Je me souviens, Ouais. on avait fait plein de tests et d'essais sur savoir s'il valait mieux que le bouton il soit noir avec une police blanche ou orange avec une police noire. Et en fait, on avait fait plein de tests pour voir lequel fonctionnait le mieux. Mm. Donc en fait, il n'y a, pas, ouais, il y a pas que les mots, quoi. Le copywriting, ça englobe plein de choses derrière. Oui, ça englobe plein de choses, ça englobe, d'une certaine manière, ça englobe aussi un peu comment tu vas structurer un peu la patte de ton site internet, notamment pour vendre le livre, à vrai dire. C'est vrai que là-dessus, on peut jouer, même si c'est un peu plus du travail, entre guillemets, c'est un peu plus le travail du designer, mais avant que le designer fasse ce travail-là, on fait d'abord appel au copywriter pour dire comment on va structurer les choses, de quelle couleur ça doit être, etc., pour que ça colle un peu plus au design après, en fait. D'accord, oui, donc il faut que ça soit cohérent avec le design et Mm. avec le meilleur impact qu'on va avoir sur le visiteur, sur le lecteur du site. Oui. Il me semble, pareil, hein, tu vas m'arrêter si j'ai une bêtise, qu'il y a un point important dans le copywriting, c'est que on ne s'adresse pas au cerveau Mm. du lecteur ou du client, on s'adresse à ses émotions. Hein, ça, je crois Oui. que c'est vraiment un élément de base. On en avait largement parlé à l'époque. Mm. C'est il faut pas le but n'est pas d'être rationnel, mais de faire appel de faire appel aux émotions du lecteur. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus, s'il te plaît? Alors là-dessus, c'est vrai que souvent, il y a pas mal de choses là-dessus, notamment est-ce qu'on va avec, par exemple, on met des caractéristiques, des trucs un peu plus rationnels, à vrai dire, et où est-ce qu'on va plus vendre avec un discours plus émotionnel, qui va faire appel aux émotions les plus profondes du lecteur, etc., un peu ce genre de choses. Et là-dessus, ben, d'après ce que j'en ai beaucoup retiré, c'est qu'il faudrait mieux vendre avec les émotions qu'avec la raison. Hmm. Parce que les émotions, ça touche beaucoup plus au lecteur que plutôt de penser de manière rationnelle. Parce que lorsqu'on fait appel aux émotions, c'est quelque chose de, c'est-à-dire en fait que le message résonne beaucoup plus et c'est beaucoup plus facile, à vrai dire, de convaincre quelqu'un par les émotions que par la raison. Parce que si quelqu'un pense uniquement par la raison, il va trouver plein de raisons pour prouver que non, il ne veut pas acheter, entre guillemets. Oui, il y a Euh, même, ah, il y a même je crois qu'il s'appelle David ou Daniel Goleman, je crois, qui a écrit sur l'intelligence émotionnelle, je ne sais pas si tu connais, qui dit que, alors c'est un scientifique, qui dit qu'en fait, on choisit avec nos émotions et ensuite, on demande à notre raison de confirmer ce que nos émotions ont décidé. Et qu'en fait, on oui, croit décider avec notre raison, mais en fait, pas du tout.
On décide tout le Vas-y. temps avec nos émotions et ensuite, l'émotion, on demande à la raison de confirmer ce qu'a dit l'émotion. Donc, Exactement. on est vraiment porté, poussé par nos émotions et c'est sur ça qu'il faut jouer en fait pour euh, voilà pour attirer l'attention et, et vendre hein, puisque c'est le but du copywriting. Hmm. Ah, ça Oui, c'est c'est quelque ça. chose tu me confirmes hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Il faut vraiment viser les émotions. La raison va être beaucoup plus là, comme tu l'as dit, pour justifier un peu la raison, justifier un peu l'action, entre guillemets. Mais lorsqu'on veut faire en sorte que le client veut acheter un livre, il faut tout de suite s'adresser aux émotions, tout de suite. Parce que d'une manière générale, lorsque tu auras touché ses émotions, il trouvera une raison à lui-même d'acheter le produit, une raison qui lui convient. Alors que si tu t'attaques tout de suite à la raison, tout de suite, ça va te batailler dans sa tête et il ne va pas se décider pour acheter. Parce qu'il va toujours trouver une raison de ne pas le faire et donc ça ne va pas marcher. Mais avec les émotions, ça passe toujours. Alors il y a pas mal de gens qui considèrent, alors il y a des gens qui ne connaissent pas le copywriting, il y en a aussi, une proportion qui connaît, qui sait ce que c'est, plus ou moins en tout cas dans les grandes lignes, et qui sont contre le copywriting parce qu'ils considèrent que c'est de la manipulation. Donc Mm. est-ce que, bon, sans vouloir se lancer dans un débat sans fin, hein, on n'est pas là pour ça, mais d'après, j'imagine que tu as un avis sur la question, donc voilà, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses toi? Qu'est-ce que tu répondrais Alors, à quelqu'un qui te dit ouais, le copywriting, c'est de la manipulation, c'est mal. C'est souvent les mêmes personnes qui disent que le marketing, c'est mal. Mais mm. bon, voilà, qu'est-ce que tu leur réponds, toi, à ces gens-là? Alors, euh, entre guillemets, il faut comprendre un peu ce qu'est la manipulation, entre guillemets. Et pour ça, on va plutôt, avant de répondre si le copywriting c'est de la manipulation, il faut comprendre un peu le concept de la manipulation et de l'influence, entre guillemets. La manipulation, c'est forcer quelqu'un à acheter quelque chose qu'il ne veut pas faire, par exemple. Genre, par exemple, on va le forcer à acheter un balai, n'importe lequel, je ne sais pas, un balai qui vaut, je ne sais pas, 100 euros et que le client ne veut pas acheter. Ça, c'est la manipulation, pure et dure. L'influence, c'est amener une personne à faire une action. C'est juste l'amener. C'est-à-dire que tu vas lui dire, OK, toi tu es là du point A, je veux que tu fasses l'action du point B. Juste ça, du D'accord. point A au point B. Et la personne, elle peut décider oui ou non de le faire. Si elle veut, elle peut décider de regarder la croix qui est en haut, de cliquer dessus et de partir pour toujours. Juste ça. D'accord. Oui, oui, non, mais je comprends. Ok. Donc, si je comprends bien, derrière le terme de manipulation, toi, enfin, Mm. la différence que tu mets entre manipulation et influence, c'est l'intention, en fait, de Ouais, celui qui la pratique. En gros, manipulation, on va te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire par des techniques diverses et variées, mm. alors que l'influence, on est là pour t'inciter à prendre quelque chose dont tu as envie, mais tu as toujours la possibilité de refuser et comme tu dis, de cliquer sur la petite croix rouge en haut à droite et de passer à autre chose, quoi, tout simplement. Mais Exactement. il y a un vrai problème, enfin, il y a un vrai problème. Il y a une vraie notion, enfin, ce que je retiens hein, dans ce que tu me dis, c'est que c'est surtout l'intention qui est derrière, quoi, qui change tout. C'est ça. On met personne avec le copywriting, on met à personne le flingue sur la tempe en lui disant achète mon livre. Mm. Voilà, on C'est ça. l'incite, on met toutes les chances de notre côté, mais il a toujours la possibilité de faire autre chose. Ok, C'est ben ça. merci. C'est parce que je t'avoue que c'est une question que moi-même je veux pas dire qu'elle m'empêche de dormir, mais bon, de temps en temps, je me dis, mais à quel moment on est dans la manipulation, à quel moment on est dans l'influence? Ben, écoute, merci pour ta réponse. J'espère qu'elle saura convaincre les plus réticents. Est-ce que Ouais. est-ce que tu serais d'accord pour faire un petit exercice Pourquoi pas? en live?
On n'a rien répété, hein. Je tiens à préciser que on n'a absolument rien répété, c'est tout du live. J'ai sélectionné trois pages Mhm. qui mettent en avant un livre de 3 pages de 3 auteurs différents que je connais personnellement et où ils mettent en avant leur livre. J'aimerais que tu regardes, on va les passer l'une après l'autre, que tu les regardes et que tu nous dises ce que tu penses du côté copywriting, donc du coup de leur page, et si tu as des suggestions de ce que toi tu ferais, sans connaître les livres, hein, forcément, donc tu vas forcément avoir un avis un peu généraliste, c'est normal, mais Mhm. de ce que toi tu ferais pour améliorer leur page de vente. Hein, t'es d'accord pour essayer? Allez, Et on va. d'accord. Ouais, je salue ton courage en tout cas parce que c'est pas évident. Voilà, on va commencer avec Merima Heilstrom. Alors, Allez, tu le vois bien. Donc là, ok. on est sur le site de Merima Heilstrom. Et là, Mhm. on est sur la page dans laquelle elle propose un bonus gratuit pour inciter les visiteurs à s'abonner à son site auteur. Donc c'est une Mhm. nouvelle qui s'appelle Kourou glacé, que je vous recommande de lire d'ailleurs. Et voilà, donc on voit que on a le formulaire d'inscription, on voit qu'elle a Mhm. mis des retours de ses lecteurs sur Amazon, parce que je crois que la nouvelle est disponible sur Amazon aussi. Voilà. En voyant ça simplement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa page? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et qu'est-ce que tu ferais pour l'améliorer? Mhm. Alors là-dessus, déjà, c'est que quand tu arrives sur la page, c'est que euh, moi, vais dire en fonction de tout que vais dire là, c'est en fonction de comment un visiteur va, quand il va arriver sur ce site, vais dire en fonction de son ressenti en fait. Va mettre un peu plus à la place du lecteur. D'accord. Et, et en voyant si voilà, du jour au lendemain, de tomber sur cette page, déjà, grosso modo, la première chose que je regarde, c'est bravo à vous qui osent entrer dans ces lieux. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, entre guillemets. Mais après, je me dis, ok, je regarde, je vois couronne glacée, c'est pas trop que c'est, pas trop que c'est, sans même que ça soit un livre, je sais pas trop que c'est, parce que peut-être que, bien évidemment, c'est une couverture, mais le truc, c'est que si moi je suis un visiteur lambda, je ne vais pas trop savoir si c'est une couverture ou si c'est une image de citation, un peu qu'on trouve partout sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Les images de citation avec, je ne sais pas, Tizob ou Lama, le Lama, c'était Dalai Lama. quoi? Ouais. Donc, ça, ça un peu, cette image-là, elle peut mettre une très mauvaise perception un petit peu du livre. Ce que j'aurais fait, c'est que en plus de cette image-là, j'aurais fait en sorte de faire un livre en 3D, entre guillemets, pour que ça soit beaucoup plus réel, beaucoup plus, voilà, on sait très bien que c'est un livre, que c'est Mm. pas juste une image de citation. Et ça, Oui, notamment, on peut le faire. oui, Bah, ça porte un nom. Il ne veut plus me revoir là, mais oui, on fait une image 3D. Alors, c'est pas vraiment une image du livre, mais ça représente un livre en 3D avec la couverture légèrement inclinée là à 45 degrés d'un côté ou de l'autre pour qu'on ait l'impression d'avoir voilà. un livre, l'image d'un livre. Le nom de ce type d'image m'échappe, mais je C'est vois ce que tu veux dire. Oui. voilà, c'est les images 3D. Après, on peut aussi faire notamment une vidéo de l'auteur avec le livre sur la main aussi. Ça pourrait aussi. Il y a plusieurs manières de le faire pour que ça soit beaucoup plus réel. Parce que ce qu'il faut chercher, c'est faire en sorte que le livre soit plus réel comme si c'était un vrai livre, entre guillemets. D'accord. Parce que c'est ça un peu qui peut mettre en péril le fait qu'on ne sait pas trop si c'est un livre ou si c'est juste une image à côté.
Donc, c'est intéressant de réfléchir à, à soit le mettre en 3D ou soit le mettre un peu plus avec une photo, on prend la photo du livre, entre guillemets. Oui, oui, d'accord, je vois. Mm. Tu vois autre chose sur cette page ou après, Mm. Là, alors, ensuite, quand le conflit d'une mère et ses filles met en péril l'avenir du monde, découvrez gratuitement ainsi que l'actualité. Je pense qu'il faudrait un peu plus développer. Je pense qu'il faudrait un peu plus développer parce que euh, là-dessus, en fait, quand le conflit entre mère et ses filles met en péril l'avenir du monde, ça en dit des choses, mais c'est pas assez pour donner l'appétit de continuer, en fait. C'est grosso modo, c'est comme si tu donnais euh, pour faire la métaphore de la canne à pêche, c'est comme si tout de suite tu balançais la canne à pêche dans l'eau, mais tout de suite tu la retirais et tu laissais pas le poisson venir, en fait. d'accord. Donc, Voilà. toi, C'est un peu ça. tu développerais un petit peu plus la phrase, cette phrase-là qui est une phrase d'accroche. euh, Mm. Tu développerais un petit peu plus pour que, faut quoi? Faut lui donner, le lecteur, faut lui donner un petit peu plus d'informations pour lui donner envie d'en savoir plus, c'est ça? Ouais, un peu plus d'informations sur l'univers, un peu plus d'informations là-dessus, jusqu'à que, voilà, on commence moi, j'aurais pu rajouter euh, deux, trois lignes de plus, de façon à ce que tu présentes l'univers et que ça permet ensuite de s'arrêter sur un point qui permet de nous inciter à continuer, et Hmm. notamment à nous intéresser au livre. D'accord. Bon, Voilà. eh bien, écoute, merci. On va continuer donc avec la deuxième page. Donc cette fois, c'est une page Amazon. Mhm. Voilà, une page Amazon d'un roman qui a été écrit par Tom Nessy, qui a pour lui d'écrire aussi bien qu'il fait de très très bonnes, de magnifiques couvertures. Donc c'est lui qui fait les couvertures de ses romans. Et d'ailleurs, il vend aussi ses talents de graphiste pour faire des couvertures pour les autres romans. J'aime beaucoup beaucoup les couvertures qu'il fait. Et là, donc ça, c'est le dernier livre qu'il a écrit, North Sentinel. Donc là, pour le coup, on est sur le site Amazon. Donc, on n'a pas le choix en ce qui concerne la mise en page, la charte Mhm. graphique, tout ça. Là, on est coincé. On est obligé de suivre la mise en page et le rendu graphique d'Amazon. Donc, en fait, tout ce Mhm. qu'on a pour vendre notre livre, c'est bon, ça c'est la couverture, mais au moment où on la publie, elle est déjà faite. Mhm. Et surtout, c'est cette fameuse description Amazon. Donc voilà, d'après toi, avec ce qu'il a fait, est-ce qu'il a des chances de vendre son livre? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Alors, un peu l'avantage d'Amazon, c'est que dans Amazon, ce que tu peux faire, et notamment il y a rien à faire là-dessus, c'est que tout de suite, l'avantage d'Amazon, c'est que tout de suite, on met en avant le titre, mais aussi les évaluations. Parce que Amazon joue énormément beaucoup sur ça. Et donc, mieux tu as des évaluations, et plus le bouquin va, entre guillemets, se vendre, entre guillemets. Ça, c'est grosso modo le truc qui permet très facilement de vendre son livre sur Amazon. Après, il n'y a pas que ça également. Il y a aussi, on va jouer sur la couverture et la description. Alors, au niveau de la couverture, je dis, OK, c'est pas mal du tout là-dessus. Après, il y a notamment, on va beaucoup plus s'intéresser à la description, à plusieurs centaines de kilomètres, un hélicoptère, nanana. Hmm. Hmm. OK. Euh, Ouais, te mets pas trop la ouais. pression, Raphaël, hein. Je sais que c'est pas du tout Ouais, ce que c'est je te demande là, de faire ça en
en direct, c'est pas évident du tout. À chaud, là, qu'est-ce qui te choque, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te semble moins bon, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que déjà, c'est déjà pas très mal qui a déjà été fait. Moi, je pense que le truc il a bien été euh, travaillé. Après, je pense que ça va dépendre. En fait, on pourrait ajouter certaines choses. Après, ça dépend si l'auteur le possède ou pas. Ça dépend. Par exemple, il y a un truc qui se fait très souvent, notamment dans plusieurs livres, c'est est-ce que le livre, qu'en fait, si tu veux, sur Amazon, tu peux faire la description, mais après, ça peut arrêter là. Du coup, ce qu'il faut faire pour vendre un peu plus le livre, ça serait beaucoup plus d'ajouter d'autres éléments qui vont inciter à voir le livre comme un livre d'autorité. Genre, par exemple, le livre euh, a reçu une review d'un auteur, par exemple d'un auteur connu, c'est pas lequel. Ça peut être par exemple une revue, par exemple de Bernard Werber, je ne sais plus comment il s'appelle, Oui, Bernard Werber. ouais, par exemple. Nous avons une petite revue de juste 2-3 lignes, et cette review-là, on peut la mettre dans la description et même sur la couverture. Même Hmm. sur la couverture. Ah, C'est, une on le revue, voit. pardon, une revue d'un autre auteur, mais ça peut être aussi un prix littéraire, je suppose. Enfin, quelque chose qui va mettre le roman en valeur, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment parce qu'en fait, on le voit très facilement parce qu'en fait, il est toujours en bas de la couverture. Et on voit toujours, soit, en fait, il y en a plusieurs. Soit c'est best-seller vendu plus de 100 000 fois, bon, déjà un peu, mais c'est pas vraiment le bon exemple. Il y a soit une review d'un auteur qui l'a fait, et du coup, on met la review juste dans le carré en bas de la couverture, ou on peut même aller du cas qu'un journal célèbre, genre Le Parisien, il fait un article là-dessus et on met Un extrait un de extrait de l'article là-dessus. D'accord, ok. Ouais. Mais en tout cas, là, à première vue, tu trouves que la description qu'a fait Tom Nessy, elle est plutôt pas mal, quoi. Dans le genre, Ouais. elle te paraît correcte. Ok, très bien. Ouais, Il sera... c'est ni trop long, ni trop court. C'est assez pour un peu contextualiser ce qui se passe. Hmm, Et en même temps, ça donne un peu plus à continuer à lire. d'accord. Après, ça me prendrait un peu plus de temps pour comprendre un peu plus le truc et comment on pourrait l'améliorer. Oui, Mais oui, bien sûr. déjà de froid, déjà ça semble bon, Ok. comme ça. Allez, et le troisième exemple, alors c'est un auteur que je connais bien. Oh, mais tiens, mais quelle coïncidence incroyable. Euh, Ah, je le connais. tu le connais, celui-là. Tu me l'avais montré. Alors, dis-moi, est-ce que j'ai bien travaillé? Alors, hmm. Alors, quand même, là, je vois qu'il y a du boulot qui a été fait. Il y a du boulot qui a été fait. Ok. Hmm. Ouais. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal pour une première session, déjà. En plus, ce qui fait plaisir, c'est commander-le maintenant. Donc, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Hmm. Hmm. Après, je pense que tu as mis les témoignages en dessous, je Oui. crois. C'est ça. Là, il y a le témoignage des blogueurs, témoignage des lecteurs, donc que j'ai pris sur Amazon. Mhm. Et ici, donc, on a les chroniqueurs, les blogueurs qui m'ont fait l'honneur de le lire et de l'aimer. Hmm. Ok, ok. Je pense que cette page, elle est très bien travaillée. Je pense que Alors cette là, page, elle est très bien. merci. Ouais.
Merci. J'ai quoi? J'ai 20 sur 20? 18 sur 20. Non, non, quand même pas. Il y a toujours une manière d'améliorer le truc, mais déjà, c'est déjà assez bien. On pourrait peut-être l'améliorer, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée. Déjà, le travail est bien fait. Pour rebondir un peu sur l'exemple de tout à l'heure, là, le livre en 3D, c'est très bien. Voilà, oui, Le donc livre en 3D, c'est c'est bien de ce style d'image dont tu nous parlais, dont le nom ne me revient toujours pas. Je sais que voilà, que ça porte un nom particulier, mais voilà. Bon, ça, en général, les graphistes qui font les couvertures le proposent généralement gratuitement. Enfin, ça fait partie du package, donc ça, c'est pas compliqué. À partir du moment où on est passé par un graphiste pour faire sa couverture, avoir ce genre d'image de son livre, c'est généralement assez facile. Bien, bah, bien. écoute, je te remercie beaucoup de t'être prêté à ce petit exercice qui était franchement pas évident, parce que je le répète, on n'avait absolument rien préparé à l'avance. Mais en tout cas, merci pour toutes ces infos. J'espère que ça servira aux auteurs qui ont vu l'interview pour appliquer tes conseils également sur leur propre page. Une dernière petite question. Mhm. Donc, le copywriting, c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis. Ça commence, bon, ça a déjà bien pris son essor en France, mais c'est pas très vieux. Hein. Je ne saurais pas dire, mais ça doit faire quoi, 4, 5, 6 ans que le copywriting, ça commence vraiment à faire parler de soi, surtout dans les formations de marketing digital. Mhm. Moi, à titre personnel, c'est quelque chose dans lequel j'aimerais en savoir plus, j'aimerais développer mes connaissances, mais il est très difficile de trouver des livres qui parlent de copywriting et encore plus de livres en français. Est-ce que toi, tu en connais quelques-uns qui méritent le coup d'œil? Alors, c'est vrai qu'au niveau copywriting et notamment de bouquins, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile parce que le meilleur dans le copywriting, c'est que dans les livres en anglais. Oui. C'est principalement les livres américains. Souvent, souvent ils ne sont pas traduits du tout. Pas du tout. Ah oui, c'est très Et compliqué. donc, ça rend la lecture de ces livres beaucoup plus difficile. Beaucoup Ah, plus et est-ce difficile. qu'il y a pas, il y en a pas un qui aurait été traduit pour ceux qui voudraient en savoir plus? Euh, Hmm, Là, comme ça, est-ce que tu en as un qui te... non, Non? Ah non, 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 parce que c'est compliqué. on pourrait, mais après, le truc, c'est que les bouquins copywriting, notamment les copywriting des bouquins que je connais, souvent, ils sont assez généralistes et ils sont beaucoup plus dans la vente de produits, des produits, à vrai dire, physiques et notamment pour la plupart d'entre nous, il va être beaucoup plus centré sur euh, les formations, les infoproduits et tout ça, mais il va être beaucoup moins centré pour les auteurs, en fait. Hmm. Beaucoup moins. Par exemple, de tête, je sais très bien je connais aucun livre sur le copywriting pour les auteurs. J'en connais aucun. Tu es en train de me dire qu'il faut que j'en fasse un? Ah, peut-être, je ne sais pas, mais d'une Ah, certaine manière, ça pourrait, parce qu'en fait, le copywriting, même s'il y a beaucoup de livres généralistes, c'est applicable partout. C'est applicable pour des produits physiques, des services, des formations, des livres. C'est applicable partout. C'est applicable partout parce que le copywriting, ça répond beaucoup plus aux besoins psychologiques de l'humain. hmm. Et, euh, et c'est on pourrait appeler ça une compétence transversale, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer dans tous les domaines. C'est, et, euh, et donc, moi, je pense que des livres pour auteurs sur le copywriting, je ne pense pas qu'il y en existe. Je ne sais pas parce que je n'ai pas vraiment cherché. Et du coup, pour le copywriting plus généraliste, est-ce qu'il y en a un, Bah, même s'il n'est pas traduit, la Bible du copywriting, c'est quoi d'après toi? alors, il y en a beaucoup dans mon domaine qui recommandent le bourreau lecteur, c'est-à-dire les lettres de Gary Ambler, entre guillemets, pour le traduire un peu en français.
Mais ce Le- livre-là est en anglais. Pour l'instant, c'est juste des bases pour commencer. Il y aura certaines choses que vous pouvez apprendre, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas appliquer parce que ça c'est utilisé dans notre domaine. Ça ne sera pas utilisé, par exemple, dans l'écriture d'un livre, Hmm. mais par exemple, si par exemple vous avez une base email, par exemple, à des lecteurs, par exemple, vous pouvez utiliser certains principes de ce bouquin dans les emails que plutôt dans les livres. Ça, il faut le savoir aussi. D'accord. Ouais, non, oui, Voilà. donc on peut s'en servir. C'est vrai, mais c'est un point important dont on n'a pas parlé. Mais en fait, on peut se servir aussi du copywriting, pas seulement pour vendre son livre, mais pour se créer sa liste email, se créer une communauté de lecteurs pour ensuite vendre ses livres. Donc, ça peut aussi fonctionner comme ça, tout à fait. Donc, tu m'as dit qu'il s'appelle le bourreau lecteur, c'est ça? J'ai bien, parce que ça a Oui, c'est coupé ça. tout à l'heure. Le Le bourreau bourron lecteur. lecteur. Bourron lecteur. Ok. C'est Gary Albert. Gary Albert avec un H. D'accord. Bon, bah, écoute, je vais faire une petite recherche sur Amazon et comme ça, j'en profiterai pour mettre la couverture et le lien dans la transcription texte de l'interview. Comme ça, ceux qui sont intéressés, moi le premier, on pourra aller jeter un coup d'œil et voir comment ça se goupille. Merci beaucoup, Raphaël. On va s'arrêter là. Bon, effectivement, on aurait pu continuer à discuter toute l'après-midi, mais Ouais, mais bon, ouais, ouais. il faut rester le plus digeste possible. En tout cas, Mm. merci beaucoup pour ton temps, pour tes conseils, pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Merci encore de t'être prêté au petit exercice que je t'ai soumis un peu à la dernière minute. Euh, Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, tous les jours, j'analyse des têtes de vente, des emails, des pattes de vente et tout. Donc, pour moi, c'est la routine, hein. Ok. Est-ce que, pour terminer, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, deux, trois conseils à donner aux auteurs qui veulent mettre leur livre en avant? Euh, voilà, les trois conseils de base que tu donnerais comme ça à brûle pour point. Pareil, on n'a rien préparé. Le pauvre, là, je lui mets la rate au courbouillon. Allez, allez, trois conseils. Alors, le premier, pour moi, ça serait, je vais un peu le rappeler, mais c'est important de le savoir, c'est de ne pas négliger le copywriting. Ne pas le négliger, dans le sens où le copywriting, et notamment dans beaucoup de business en général, et je pense que c'est le cas aussi pour les livres, c'est que c'est en gros le cœur du projet. C'est grosso modo, c'est celui qui va vous apporter le pain sur la table, entre guillemets. Hmm, Et que sans lui, ben, c'est très difficile ben, de continuer à écrire ses livres ou ou bien d'autres projets, comme par exemple, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être pour vendre un produit ou un service. C'est la même chose. Et pour les livres, si on néglige le copywriting, eh ben, il y a de fortes chances qu'on ne pourrait pas continuer la suite d'après. Ou encore, on pourrait peut-être continuer, mais ça ramerait beaucoup trop et ça ne serait pas assez suffisant pour continuer après, en fait. d'accord. Donc, Ça, premier conseil, tout simplement, il est basique, mais bah, c'est de tenir compte du copywriting, surtout de ne pas le négliger. Et je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, que ce soit dans le domaine des livres ou dans n'importe quel autre domaine d'ailleurs, hein, en ligne. Il y a tellement de concurrence qu'on ne peut pas se permettre de négliger un aspect comme le copywriting parce que c'est là-dessus que va se jouer la différence. Vous pouvez avoir écrit le meilleur bouquin du monde, si les gens ne le voient pas, si vous n'attirez pas leur attention, si vous ne leur parlez pas comme vous devez leur parler pour les convaincre que c'est le meilleur bouquin du monde, eh bien, tout simplement, ils passeront au suivant sans même le regarder. Je suis entièrement d'accord avec ça. Allez, un deuxième. allez, le deuxième. Le deuxième, ça serait, euh, alors pour les auteurs, très important. Alors pour moi, c'est important d'essayer de ne pas réinventer la roue, mais d'utiliser les tactiques qui ont déjà été fonctionnées, revues et revues. Par exemple, si vous voyez à chaque fois, par exemple, lorsque vous voyez un livre qu'il y a toujours écrit best-seller, c'est pas pour rien qu'on le met sur un livre, c'est parce que ça fait vendre.
en général. Et que ce genre de technique-là, il faut les réutiliser, même si ça fait pas, en quelque sorte, ça fait pas Original. original ou encore, ou pour une autre raison. Les tactiques de copywriting, il ne faut pas essayer d'essayer de réinventer la roue ou d'inventer une nouvelle façon de faire du copywriting. Il faut utiliser les tactiques qui ont été déjà prouvées et qui fonctionnent encore, entre guillemets. D'accord, donc tout Ouais. simplement, s'inspirer de ce qui a déjà été fait et qui fonctionne, Mmh. et pas essayer voilà, de s'inventer des nouvelles techniques qui n'ont pas fait leurs preuves, qui fonctionnent peut-être, mais bon, on Ouais, risque certainement de payer les pots cassés, quoi. Si les techniques existantes fonctionnent, il ne faut pas se priver de les utiliser. Et alors, c'est ça. un troisième pour la route? Ah, un troisième pour la route, eh ben, ça serait allez, un troisième qui me vient à l'esprit, ça serait écrivez non pas, quand vous écrivez votre livre, écrivez toujours pour le lecteur, pour qu'il se reconnaisse là-dedans. Parce que si vous écrivez un livre et que, entre guillemets, le livre il est soit ennuyeux, soit il est trop confus, ou soit il nous rend sceptiques, c'est grosso modo les trois péchés du copywriting, Mhm. l'ennui, la confusion et le pessimisme. Non seulement le gars n'aura pas passé un bon moment à lire le livre, mais en plus de ça, on ne va pas le recommander. Et je pense que les recommandations, notamment dans les bouquins, je pense que c'est quelque chose qui peut jouer là-dessus, Ah oui, notamment au niveau des ventes. oui. Et donc, quand vous écrivez un livre, pensez à toujours faire attention et que vous commettez les trois péchés du copywriting qui est l'ennui, la confusion et le pessimisme. D'accord. Et le scepticisme. Le scepticisme, oui. Ouais. D'accord. Ennui, confusion et scepticisme, donc les trois ennemis d'un bon copywriter, si j'ai bien compris. Mmh. Ok, Ouais, c'est bah ça. c'est super dernier conseil, merci. Ça aurait été dommage de passer à côté de celui-là. Merci à toi, Raphaël, pour ton temps et tes conseils. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Et si vous êtes à la recherche d'une méthode pour vendre votre livre, vous pouvez télécharger gratuitement mon plan marketing pour auteur sur écrire-et-être-lu.com. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez des techniques pour rendre votre livre plus attractif, une méthode pour être plus visible sur les réseaux sociaux et un calendrier pour programmer le lancement de votre livre. Ciao!